Bonjour à tous, merci d'être présents pour notre webinaire sur la logistique des circuits courts alimentaires. Cette session va se dérouler en plusieurs temps. Premier temps de parole qui sera le mien pour vous présenter la plateforme. Par la suite, je vous présenterai les chiffres 2020 de Cap Digital pour ensuite donner la parole à nos experts du jour. Sur la droite de votre écran, vous avez plusieurs onglets. L'onglet chat, l'onglet questions. Dans l'onglet chat, vous pouvez vous saluer, simplement, comme l'a fait Virginie à l'instant et comme est en train de le faire Ludovic. Et vous pouvez éventuellement remonter un problème technique si vous entendez un écho, si vous n'entendez pas simplement. On essaiera d'y répondre très rapidement. Concernant l'onglet questions, c'est un onglet à utiliser uniquement pour pouvoir poser vos questions à l'ensemble des intervenants du jour. On y répondra à la fin de la session. Donc, il y a à peu près 45-50 minutes de table ronde. Et par la suite, on répondra à l'ensemble de vos questions. Donc, s'il vous plaît, bien utiliser l'onglet questions pour qu'on puisse avoir un bon suivi. Voilà, le premier temps est terminé. Je vais commencer le second temps, mais tout d'abord, je souhaite la bienvenue à nos experts, à Ludovic, Laurent, Laura, Gwenaëlle et Guillaume, qui vont partager leur expertise ce jour. Bonjour à vous tous. Les micros sont coupés, c'est normal. Pas de souci, on vous entendra par la suite. Voilà, je commence ma présentation des chiffres clés 2020 de Cap Digital. Donc, Cap Digital est un collectif représenté de 1000 structures adhérentes. Nous avons 15 ans d'ancienneté. Ces 1000 structures adhérentes sont composées de 850 PME et start-up, 70 grands groupes, 70 EFR et 10 fonds d'investissement. Nous avons eu la chance de pouvoir organiser en 2020 plus de 110 événements qui ont à eux seuls regroupé plus de 15 000 participants. Notre équipe est composée de 120 experts et 40 collaborateurs. Donc, sachez qu'en tant qu'adhérent Cap Digital, ces 120 experts et ces 40 collaborateurs sont à votre disposition pour toute information, questionnement sur les projets, comment vous aider, comment vous accompagner, comment lever des fonds, etc., etc. Pour les experts, en fonction de différentes thématiques dont vous avez besoin d'éclaircissement, ils sont également à votre disposition. En tant que non-adhérent, je vous invite à vous rapprocher de nos services pour vous renseigner sur l'adhésion. Je vous mettrai le lien dans le chat juste après. Chiffre clé encore concernant la recherche et développement. Donc, depuis 2006, nous avons reçu 3136 projets de recherche et développement, dont 1719 ont été labellisés et 870 ont été financés. À propos de l'accélération, 571 millions ont été levés par les entreprises adhérentes du pôle, dont 81% via nos services d'accélération et de recherche et développement. 33% des entreprises Next 40 sont membres de Cap Digital et 22% des entreprises French Tech 120 sont également membres de Cap Digital. À propos de la transformation numérique, il y a eu plus de 100 mises en relation qualifiées entre les startups et les grands comptes et également plus de 100 projets d'open innovation qui ont été menés par le pôle depuis 2015. Voilà, dernière slide et j'en ai terminé et je laisse la parole aux experts du jour. Donc, les chiffres concernant l'Europe, plus de 42 projets européens ont été menés à bien dans lequel le pôle a été impliqué depuis sa création et 12 projets sur l'année 2020. Il faut également savoir que 230 structures sont partenaires de la scène européenne. Voilà, j'en ai terminé. Je laisse enfin la parole à nos experts pour nous parler de la logistique des circuits courts alimentaires et je reviens avec vous juste après cette présentation pour pouvoir répondre à l'ensemble des questions. Merci beaucoup. C'est à vous, Ludovic, et à vous tous d'ailleurs, Laura, Gwenaëlle, Laurent. Merci, Nadège. J'entends juste un clavier en retour. Si la personne qui utilise son clavier peut couper le micro de son ordinateur, ce serait très bien. Bonjour à tous, nous sommes réunis ce matin pour ce petit déjeuner de Cap Digital en webinaire dédié à la logistique des circuits courts alimentaires, effectivement. Un grand merci à Nadège pour l'appui qu'elle a apporté à la préparation de ce webinaire. Et effectivement, donc d'ici un quart d'heure environ, Nadège relaiera les questions posées par les internautes dans le chat.
Donc, petit mot d'introduction, on l'a tous constaté, les circuits courts sont largement plébiscités depuis quelques années, en tout cas avec une forte accélération durant la crise du Covid. Et je pense que la participation au webinaire ce matin, qui est assez exceptionnelle, nous a dit Nadège tout à l'heure, montre bien l'engouement pour les circuits courts. Donc juste un chiffre que j'ai trouvé pour illustrer un peu cet effet crise pandémique sur la demande, l'accélération de consommation par les circuits courts. Hein. C'est un chiffre parmi d'autres, celui que le réseau de la Ruche qui dit oui nous a communiqué et qui a enregistré dans le premier mois du confinement, donc 70% d'augmentation de son chiffre d'affaires. Alors, certes, la pandémie accélère les choses, mais cet engouement pour les circuits courts n'est pas nouveau. Il y a plusieurs travaux qui l'ont mis en évidence déjà dans le début des années 2000, et notamment, plusieurs raisons, mais parmi l'une d'entre elles était liée à des scandales sanitaires dont on se souvient. Donc, ce qui est sûr, c'est que les circuits courts alimentaires viennent bouleverser les schémas conventionnels de la vente et de la distribution de produits alimentaires, hein, les schémas traditionnels étant la grande distribution, les grossistes. Et vendre en circuit court, je le précise tout de suite, qu'on n'ait pas d'ambiguïté, c'est accepter au maximum un intermédiaire de vente entre le producteur et le consommateur. Donc implicitement, c'est pas tout à fait synonyme de local. On peut faire venir en circuit court des oranges de Sicile ou d'autres choses. Et je pense qu'on verra avec nos experts que la géographie en fait du circuit court est très variable. Donc les producteurs qui sont engagés dans les circuits courts en France, ils sont estimés à peu près à 1 sur 5, 20%. Ont depuis quelques années donc largement diversifié les canaux de vente et de distribution, hein, au-delà de la vente directe à la ferme, des marchés de plein vent, hein, qui sont très développés, ils ont fleuri, vous l'avez sans doute vu, des magasins de producteurs, des drives fermiers, des plateformes internet de mise en relation des producteurs et des consommateurs. Donc, et la pandémie finalement a révélé cette accélération, cette demande croissante pour les circuits courts, mais elle a aussi révélé d'une certaine façon les faiblesses de l'approvisionnement, qui sont sans doute liées à une capacité de production par les agriculteurs. D'une part, mais aussi lié à des questions de logistique et d'approvisionnement, parce que le métier du producteur, c'est quand même de produire, c'est pas de faire de la logistique, c'est pas d'aller livrer, et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Donc, comment passer de solutions logistiques qui sont plus ou moins bricolées, on va voir ça, par des producteurs eux-mêmes, à une offre de service qui est innovantes, adaptées, quels sont les besoins finalement d'innovation en la matière et quels peuvent être le rôle que les nouvelles technologies de l'information et de la communication peuvent jouer. Alors j'ai avec moi autour de la table donc 4 experts des circuits courts, des experts de la logistique et puis aussi des experts des deux. Donc je les présente. Gwenaëlle Raton, donc vous êtes géographe, chargé de recherche au laboratoire SPLOT de l'université Gustave Eiffel. Donc vous étudiez la logistique des circuits courts et vous avancez que les circuits courts ont des besoins logistiques particuliers, donc qui trouvent encore rarement une offre de services adaptée parmi les schémas classiques de la logistique de distribution, et notamment parce qu'ils ignorent la relation de proximité qui fonde les circuits courts. Je vous dirai ça tout à l'heure. Guillaume Steff, donc vous êtes directeur général d'Otera, donc chaîne de magasins créée en 2007 dans la métropole lilloise. Chacun de vos magasins, vos 7 magasins aujourd'hui, propose une offre de produits frais, sélectionnés en local. Les 2 tiers de cette offre est assurée en circuit court, autrement dit, sans passer par une centrale d'achat, sans passer par un grossiste. Pour vous, la qualité des produits vendus est indissociable d'un travail de proximité avec les producteurs.
tant sur leurs pratiques culturales que sur les solutions logistiques. Laura Giaccherio, donc vous êtes cofondatrice de La Charrette, une start-up donc née en Haute-Savoie, à Annecy, je crois, autour d'une intuition, celle de proposer une sorte de blablacar aux producteurs agricoles qui voudraient réduire le temps passé à livrer leurs produits en pratiquant donc ce que vous appelez la co-livraison. Depuis peu, La Charrette a élargi son offre pour devenir en quelque sorte j'ose un couteau suisse du développement des circuits courts, donc de l'installation de nouveaux producteurs jusqu'à l'accompagnement des entreprises de transport et même des collectivités pour trouver des solutions logistiques adaptées aux besoins spécifiques des uns et des autres. Et pour vous, donc l'innovation dans la logistique, finalement, c'est tous les jours. Vous allez nous expliquer ça. Et puis enfin, donc Laurent Després. Laurent, donc vous êtes. Laurent est toujours là ou je ne le vois pas à l'écran? Alors, je pense qu'il a été déconnecté. Je vais le refaire monter sur scène de suite. D'accord, merci. Nadège. Donc, je présente Laurent Després qui va nous rejoindre. Donc, vous êtes Laurent Després est directeur du pôle d'excellence logistique des Hauts-de-France. L'équipe d'Euralogistique donc propose un bouquet de services en fait pour tous les acteurs de la chaîne logistique, met en réseau donc des entreprises, des organismes de formation, de recherche autour de projets concrets et innovants. Et donc un des projets qui est en cours de développement par le pôle Euralogistique, donc c'est la création d'un centre de recherche pour les acteurs de la logistique et dans son agenda, ce centre de recherche a notamment bien saisi l'enjeu de la logistique des circuits courts. Et Laurent Després sera notre grand témoin ce matin. J'espère qu'il va pouvoir se connecter rapidement puisque l'idée c'est qu'il puisse faire une synthèse des échanges qu'on va avoir avec nos experts. Donc, je vous propose de commencer les débats. Et donc, d'entrer dans le sujet donc, de la logistique des circuits courts par les deux bouts, c'est-à-dire par les consommateurs et les producteurs. Et je commencerai peut-être par Guillaume, vous, donc en tant que directeur d'Otera. Vous avez une vision assez précise finalement des attentes des clients de vos magasins. Pouvez-vous nous dire donc qui ils sont et finalement que viennent-ils chercher dans vos magasins et comment relayez-vous ces attentes auprès des producteurs? Ouvrez votre micro. Le micro est activé, donc ça va bien. Ouais, super. Écoutez, bonjour à tous. Les clients dans nos magasins sont très divers. Je peux pas vous faire un portrait robot puisque j'ai vraiment des jeunes, des moins jeunes, mais en tout cas, il y a une chose qui la caractérise tous, c'est que quand ils viennent chez nous, ils viennent d'abord pour une raison, c'est la qualité des produits. Et ça vient très 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 loin devant le besoin de recherche de circuits courts, qui est une réassurance, mais qui n'est pas la raison principale. Si un producteur qui travaille à 2 km de nos magasins ne produit pas la qualité des produits recherchés, c'est pas la raison qui fera que les clients vont venir et vont se fidéliser à ces produits. Donc nous, on a commencé l'aventure il y a un peu plus de 13 ans maintenant et très rapidement, on a mis en place un système de connexion entre les producteurs et les clients puisque on a un système d'encaissement qu'on base essentiellement sur la carte bleue et les clients laissant leur email reçoivent directement une possibilité de noter et de commenter les produits. Et ces notes et ces commentaires nous arrivent bien entendu en temps réel, mais arrivent directement aux producteurs qui peuvent comme ça savoir quelle est la perception de leurs produits et ça nous permet d'animer la qualité des produits qui est le premier critère de recherche de nos clients. Une précision, qu'est-ce qui distingue la chaîne d'Otera d'une chaîne de supermarché, je dirais, telle qu'on peut la connaître en termes de référence? Est-ce que moi, client, je peux y trouver tout ce que je veux chez vous?
Une bonne partie de ce que vous cherchez, mais pas tout. Non, on a fait des choix très très importants puisque nous avons plusieurs magasins aujourd'hui qui font à peu près 8 à 900 mètres carrés de surface de vente. Le choix très marqué depuis le début a été de dire on se concentre sur le produit frais. Donc on tourne sur à peu près 80% de l'offre de produits frais qui existe, mais avec des choix très marqués puisque un produit, un besoin, un produit. Par exemple, nous n'avons qu'un jambon, nous n'avons qu'un poulet. Donc, ça permet vraiment aux clients de ne pas se perdre dans une offre de choix. Ça nous permet, nous, avec nos producteurs, d'avoir une relation exclusive, donc une fidélisation et une exclusivité pour les producteurs. Quand on choisit un petit éleveur de poulets qui va travailler pour un de nos magasins, 100% des poulets vendus dans le magasin du 1er janvier au 31 décembre seront les siens et pas ceux de quelqu'un d'autre. Donc, il n'est pas en compétition. Le client choisit beaucoup plus vite. Et donc, c'est aussi pour nous très très important puisqu'on travaille avec moins de 450 références dans un magasin, 500 maximum selon les saisonnalités, puisque si on veut que chacun de nos collaborateurs dans les magasins puisse gérer la relation avec le partenaire, commander les produits, fixer les prix, on peut pas avoir pléthore de produits. Et de toute façon, notre mode de fonctionnement, c'est de ne pas avoir de centrale d'achat. Donc, les seuls achats groupés que les chefs de rayon peuvent faire dans les magasins, c'est quand ils passent par des grossistes, quand on ne trouve pas des agrumes ou des produits qui viennent d'un peu plus loin, mais qui sont quand même demandés par nos clients. Bien, merci pour ces précisions. Alors justement, on va aller voir du côté des éleveurs de poulets et de producteurs de légumes ou de fruits. Laura, vous connaissez bien ces producteurs qui vendent en circuit court, et pour la plupart, donc, voilà, la première chose, c'est de vendre, c'est la vente directe à la ferme. Et finalement, est-ce qu'ils ont envie de développer leur vente en circuit court dans ces nouveaux canaux, comme au Terra ou ailleurs, dans les différents débouchés? Qu'est-ce que vous constatez, vous, dans les relations que vous pouvez avoir auprès des producteurs par rapport à ça? Ils ont envie d'en faire plus. Oui, nous, ce qu'on constate vraiment auprès des producteurs, c'est vraiment qu'il y a deux freins en fait au développement du local ou du circuit court ou du direct aujourd'hui, enfin de ce que nous on observe sur le terrain. C'est premièrement la structuration de l'offre, c'est-à-dire que pour nous il n'y a pas du tout assez d'offres en circuit court et en local. Aujourd'hui, il y a des gens qui recherchent à avoir des relations en direct des producteurs, que ce soit des professionnels ou des particuliers, et qui trouvent pas les producteurs en face dans plein d'endroits. Ça pose des questions notamment d'autonomie alimentaire qui sont aujourd'hui un peu sur le devant de la scène aussi. Et la raison pour ça semble être que aussi le circuit court et le local, ça fait quand même très longtemps que c'est plus la majeure partie du système alimentaire en France. Donc en fait, les producteurs qui font du circuit court, ils sont très peu nombreux. Ils sont déjà organisés avec les canaux de vente qui étaient sécurisés historiquement pour eux. Bien souvent, c'est la vente à la ferme et les marchés en fait. Et pour eux, du coup, souvent c'est des petites structures. Donc en fait, ils sont saturés en général de demandes déjà, surtout quand on parle de frais. Et c'est surtout sur le frais que c'est compliqué parce qu'en fait, quand on peut stocker, tout est un tout petit peu plus facile. Et ensuite, il y a un gros problème sur la logistique, c'est-à-dire que s'ils veulent se diversifier ou augmenter leur flux en circuit court ou en local, ça va impliquer vraiment plein de complexité au niveau logistique. Déjà pour gérer plus de clients en termes de commandes, de facturation, de livraison. C'est vraiment la logistique au sens large. Et après, si on prend la logistique au sens très large, c'est compliqué aussi pour eux de se projeter dans les ventes qu'ils vont faire parfois en circuit direct. Si elles sont pas, s'il n'y a pas de prévisionnel en fait. C'est-à-dire qu'en fait, ils peuvent pas se dire, surtout quand on est sur des produits frais, ils peuvent pas se dire, je réserve 20% de ma production à de la vente en local ou en direct et on verra bien ce que je vends. Parce qu'en fait, une fois que c'est produit, c'est là et il faut le vendre tout de suite. Donc en fait, c'est autant de freins qui font que nous, ce qu'on observe, c'est que ceux qui font du direct ou du local, ils recherchent pas spécialement à étendre plus les volumes qu'ils vendent en direct ou en local, soit parce qu'ils le souhaitent pas, soit parce qu'ils en ont pas les moyens. Et donc, on a surtout l'impression qu'aujourd'hui, il y a un peu une pénurie d'offres sur le local et le circuit court pour vraiment développer ce segment-là, quoi. Alors, justement, on va regarder un peu plus en détail cette pénurie sous l'angle des pratiques logistiques et toujours du point de vue du producteur, c'est-à-dire qu'est-ce que ça représente finalement pour un producteur de s'engager dans la livraison de ses produits. Donc, Gwenaëlle,
Donc, ça fait déjà plusieurs années que vous travaillez sur ce sujet de la logistique des circuits courts. Vous avez pu mettre en évidence que la logistique des circuits courts, c'est bien plus que du transport. Laura nous l'a un peu évoqué à l'instant. Et que cette logistique est vraiment spécifique. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ça? Oui, bonjour à tous. Alors, dans nos projets de recherche, on définit la logistique des circuits courts ou alors circuits courts de proximité si on veut intégrer la dimension géographique et la limitation de la distance. On définit comme toutes ces opérations qui visent à gérer et faire circuler les flux de marchandises alimentaires, donc des flux de biens, mais aussi les flux financiers, les flux d'informations, depuis la ferme jusqu'à la clientèle. Et donc, du coup, la logistique, ça inclut le transport, mais aussi toutes ces interventions matérielles sur les produits en marge de leur fabrication. Donc, ce n'est pas que du transport. À noter que la livraison, la vision du transport est un peu spécifique dans ces circuits courts pour les exploitations qui vendent en circuit court parce que c'est vu comme un impératif. Selon nos enquêtes, une grande majorité des producteurs en circuit court livrent eux-mêmes. C'est vu comme un impératif, aller livrer soi-même, porter ce coût, mais aussi parce que c'est le moment de la relation avec le client. C'est vu comme le moment de la relation avec le client. Et puis c'est aussi socialement, culturellement aussi le moment de sortir de la ferme, donc c'est aussi un besoin. Mais c'est un besoin qui peut potentiellement, avec justement ce contexte de déséquilibre offre-demande et la forte demande évoquée par Laura, qui peut devenir une contrainte. Faut bien avoir conscience que quand on parle de circuit court, on parle de réduction du nombre d'intermédiaires et que cette réduction du nombre d'intermédiaires a fait porter sur le producteur un grand nombre de tâches logistiques. Aller livrer les clients, faire du transport aussi amont, c'est-à-dire se déplacer pour aller à l'abattoir, approvisionner son point de vente à la ferme, conditionner les produits, préparer les commandes, prendre les commandes, charger, décharger. J'en oublie, la liste est assez longue. On pourra faire l'exhaustif si vous le souhaitez. En tout cas, la conséquence, c'est qu'il y a des temps très importants consacrés à ces tâches et des coûts importants également qui vont impacter le temps consacré au cœur de métier, produire, mais aussi le souhait de développer ces circuits courts parfois dans ce ratio satisfaction revenu et poids des contraintes logistiques. Mais justement, Gwenaëlle, est-ce que vous pourriez développer un peu, enfin, est-ce que vous avez mis en évidence les temps consacrés par les producteurs à ces différentes tâches et peut-être les coûts aussi que ça peut représenter pour eux et finalement, dans la balance, je dirais assez basique, est-ce que c'est rentable pour eux? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez pu mettre en évidence? Oui, quelques chiffres peut-être issus alors essentiellement du projet Olicocène. On a enquêté 180 producteurs en Vallée de Seine, mais d'autres références un peu pour compléter ce panorama. D'abord, on voit que les opérations logistiques, elles sont très chronophages. Et ça, c'est un point d'entrée important. En moyenne, sur 180 producteurs enquêtés, c'est 8 heures par semaine consacrées à aller livrer les clients. Donc c'est énorme, sachant que on voit que les temps les plus conséquents, ce sont les temps consacrés pour les exploitations qui se situent en périphérie des plus grandes métropoles, mais que ces temps sont également aussi conséquents pour les espaces ruraux les plus enclavés. Donc ça, c'est important de pouvoir montrer que les temps sont importants à la fois dans les espaces ruraux enclavés et près des grandes villes. La moyenne, c'est une livraison 3 fois par semaine. Et donc c'est très variable selon les producteurs, évidemment, mais en moyenne, on a quand même 16 points de vente par exploitation qui vendent en circuit court. Donc, c'est assez conséquent. Au-delà du poids sur le temps, on a aussi des opérations logistiques qui sont coûteuses. Le coût Et ce coût-là, il est souvent sous-estimé. Donc, premier angle d'attaque, c'est cette question de sensibilisation. La moitié des producteurs qu'on a enquêtés font une estimation erronée du temps passé dans ces tâches logistiques et ces temps de livraison. La moitié des enquêtés ne calculent pas le coût logistique et 25% le font de manière approximative, souvent sur les dépenses de carburant plutôt. Et puis, on a 60% des producteurs enquêtés qui n'intègrent pas ce coût de la logistique et du transport au prix de vente. Autrement dit, ils portent le temps et ils portent le coût de la logistique sans le retranscrire le long de la chaîne qui est pourtant courte. Et ça, c'est quand même tout à fait inédit. Et puis, peut-être
une question sur l'impact de la réduction des distances sur lequel on a pas mal d'imaginaire. Ça n'engendre pas systématiquement une réduction des coûts. En fait, il faut vraiment retenir que la logistique des chaînes courtes, c'est pas une logistique en miniature. C'est une logistique qui est plus fragmentée. On a des plus petits volumes, depuis une multitude de fermes éclatées sur le territoire, vers une multitude de points de vente qui sont souvent relativement proches, mais qui ne sont pas toujours concentrés. On a une grande variété de produits et du coup davantage de procédés de stockage. Et puis on a une logistique surtout qui est réalisée par des non-professionnels. Ce n'est pas le cœur de leur métier. Et donc les conséquences, c'est qu'on a des coûts logistiques qui varient très fortement d'un producteur à un autre. Alors les enquêtes faites avec le CEREMA montrent qu'on a la moitié des trajets ont un coût logistique et de transport entre 90 et 300 €. Donc c'est assez variable. Par contre, on voit que sur le coût, la part du coût de livraison, on a à la fois des chiffres comme celui du GAN Nord qui disent qu'on est à peu près dans 20% du chiffre d'affaires, 20-25% du chiffre d'affaires, donc au-delà de l'idéal logistique des chaînes longues. Mais certaines études, comme la nôtre, nous montrent qu'on peut atteindre des chiffres comme 50% du chiffre d'affaires. Dans l'Icocern, on avait 2/3 des producteurs qui ont des coûts de livraison qui sont supérieurs à 50% du montant des recettes du trajet effectué. Donc voilà, pour conclure, c'est une logistique qui est plus complexe, plus difficile à améliorer, et pourtant on a des leviers, notamment sur la coopération, avec des degrés de mise en commun qui sont vraiment supérieurs par rapport à ce qu'on peut observer dans les chaînes longues. Merci pour toutes ces précisions. Effectivement, Gwenaëlle, donc ça montre bien que finalement cette logistique fragmentée et ce besoin de la relation client, c'est vraiment une particularité des circuits courts et les producteurs, donc ils passent beaucoup de temps par rapport aux chiffres que vous venez de nous donner. Alors du coup, ça m'amène à une question à Laura, puisque finalement, votre intuition de proposer un Blablacar aux producteurs, ça partait d'un bon sentiment. Leur proposer des solutions pour passer moins de temps finalement en livraison. Du coup, la question, c'est finalement, est-ce que ça marche votre offre de service? C'était une bonne intuition ou pas? Alors, c'était à la fois une intuition et à la fois basée sur une enquête menée auprès des producteurs avant de se lancer. On avait également consulté les travaux de recherche à l'époque sur cette question-là. Et c'est vrai que donc ce qu'on appelle la colivraison nous semblait être un très bon premier moyen d'optimiser le transport. Parce qu'on constatait qu'effectivement tous les producteurs ou la grande majorité avaient des véhicules professionnels, que beaucoup se déplaçaient et qu'ils avaient beaucoup de trajets communs, on va dire, depuis leur lieu de production jusqu'au lieu de consommation ou à leurs clients professionnels. Ce qu'on a observé avec les années, parce qu'on a lancé nous le site de colivraison, on l'a lancé en 2017, le vrai site est sorti en 2018. Ce qu'on a observé, c'est qu'il y avait un grand succès du site et du concept auprès des producteurs. Aujourd'hui, on a une communauté d'environ 3000 producteurs qui sont inscrits sur le site pour la colivraison. Mais on a très peu de flux, en fait. On a des flux réguliers, on a des colivraisons un petit peu partout en France sur le site, mais pas du tout à la hauteur du nombre d'inscrits et de ce qu'on sait de leur trajet, parce qu'on les connaît, on passe pas mal de temps avec eux encore aujourd'hui à échanger, et on constate qu'en fait, ils ont du mal à colivrer vraiment au quotidien sur les livraisons qu'ils faisaient déjà. Et en fait, quand on leur parle, on réalise qu'ils voient notre accompagnement logistique et la colivraison comme un moyen plutôt justement de développer des nouveaux débouchés. Et en fait, c'est là un peu où est arrivé la limite de la solution de colivraison qu'on continue de développer et qui continue de fonctionner, mais on va dire à faible dentité. En fait, la plupart sont venus nous dire, en gros, j'ai des demandes pour des nouveaux débouchés que je n'accepterai que si vous m'assurez qu'il y aura quelqu'un pour colivrer avec moi. Évidemment, pourquoi la colivraison au départ? C'est parce que c'est un moyen très économique de déplacer des petits volumes. On est sur des volumes souvent en circuit court, en local. Je parle que de la vente aux professionnels, parce que les producteurs livrent très rarement des particuliers vraiment à leur domicile. Mais donc on est en général même sur des professionnels. Il faut savoir qu'on est sur des petits volumes, que ce soit les magasins, les épiceries, etc. En général font peu de stockage. Donc en fait c'est vraiment des livraisons très régulières sur des petits volumes. Et ça
c'est en général parfaitement incompatible avec le monde du transport tel qu'il est conçu aujourd'hui, qui permet pas de déplacer ces volumes-là sur des distances qui sont faibles ou moyennes, parfois un peu plus longues, mais on dépasse rarement la région en fait. Et donc la co-livraison, ça représente une bonne opportunité d'aller remplir des véhicules qui se déplacent déjà. Il y a toujours de la place, les véhicules ils sont très souvent pas optimisés au maximum, donc il y a souvent de la place restante pour des producteurs. Donc on s'est dit que c'était une bonne idée. Et en fait, le manque de stabilité dans la co-livraison, c'est-à-dire l'essence du collaboratif, fait que les producteurs peuvent pas se dire je compte absolument sur le réseau de producteurs pour mes futures ventes. Et en fait, c'est là où est le problème parce que eux, du coup, ils vont pas accepter une livraison qu'ils n'auraient pas pu faire. Et du moment que c'est une livraison qu'en fait, ils pourraient faire, au final, ils finissent par la faire. Et en fait, on se rend compte que c'est un peu ce que disait Gwenaëlle aussi tout à l'heure. Leurs trajets professionnels sont très souvent mêlés avec des trajets personnels. En général, ils en profitent pour faire des actes soit personnels, soit autres actes professionnels, aller voir leur comptable ou voilà. Et donc, du coup, en fait, on se rend compte que c'est assez difficile du moment qu'ils savent qu'ils peuvent compter, qu'ils comptent sur eux-mêmes, c'est assez difficile de les pousser à vraiment déléguer cette livraison. C'est difficile aussi de changer les habitudes sur des livraisons qu'ils ont historiquement acceptées, parce qu'en fait, ça s'est toujours passé comme ça, ils rencontrent le client, etc. Et donc, en fait, quand on a rencontré cette limite il y a à peu près un an et demi, on est tout de suite arrivé à la conclusion qu'il fallait que, en plus, alors on est d'accord sur la diversité des circuits courts. Les circuits courts, c'est pas une réalité, il y a plein de réalités dans le circuit court et le circuit local. Donc nous, on ne croit pas dans une solution de transport unique pour tout le monde. On pense que ça, c'est un vœu pieux. En revanche, on était bien consciente que la co-livraison, ça pouvait marcher pour certaines zones, mais que pour vraiment faire décoller le circuit court, il allait falloir avoir une solution plus stable à proposer aux producteurs. Et donc, en fait, on s'est tout de suite posé la question des transporteurs. On est allé voir des gros transporteurs en voyant quel réseau pourrait nous accompagner pour relancer en fait un concept de tournée qui nous semblait le plus pertinent par rapport à nos besoins, c'est-à-dire aller ramasser dans plusieurs fermes qui sont pas très éloignées des petits volumes qu'il faudrait aller livrer dans un endroit qui est à peu près similaire aussi, donc les points de vente à peu près au même endroit. Pas obligé que les points de vente soient les mêmes pour ces producteurs-là. Et en voyant le mode de fonctionnement des transporteurs, que ce soit en termes de process pour les inscriptions des producteurs ou que ce soit en termes de volume exigé, de palettisation exigée, y a rien en fait qui collait vraiment avec la réalité de ce que nous on voyait qu'il fallait transporter. Et en termes de coût, je vous en parle même pas, du coup ça collait absolument pas. Et donc du coup on a relancé à ce moment-là un concept de tournée avec des transporteurs professionnels, mais notre idée qu'on a proposée à ce moment-là a été de trouver des petits transporteurs. C'est-à-dire qu'on a un problème de communication, je pense. On va peut-être rester là. Je reviendrai vers vous pour vous expliquer un petit peu cette nouvelle offre de service par rapport aux tournées que vous mettez en place avec des transporteurs. Alors, je voulais revenir un peu sur les nouveaux acteurs en fait justement qui émergent et qu'on connaît plus ou moins, donc enfin, qu'on voit tous émerger, donc qui viennent développer finalement de la demande de circuits courts, donc tous ces les groupements de magasins, les startups de mise en relation, producteurs, consommateurs, les collectivités locales aussi qui souhaitent augmenter l'approvisionnement de leurs cantines scolaires en circuit court, des groupements de consommateurs, etc., qui se développent. Finalement, la logistique reste un impensé de tout ça, et donc vous apportez des solutions. Je voulais revenir à Guillaume Steph, donc par rapport à Otera, vous faites partie de ces nouveaux intermédiaires finalement qui assuraient des débouchés au circuit court. En quoi votre modèle de distribution finalement induit des exigences particulières ou nouvelles dans la logistique d'approvisionnement de vos magasins pour les producteurs? Il y a certainement quelque chose de nouveau je veux dire, vous n'utilisez pas les chaînes classiques d'approvisionnement. Vous pouvez nous dire ce que ça veut dire pour vous, la logistique d'approvisionnement, et comment vous vous impliquez sur le sujet?
C'est sûr qu'on n'a pas choisi la facilité, puisque au lieu d'avoir un point central qui nous livre et d'avoir une réception ou plusieurs camions qui arrivent d'un même endroit, comme ça a été dit juste avant, on a des producteurs qui sont à géométrie variable. Certains, quand sur Villeneuve d'Ascq, là où nous sommes basés, qui est notre magasin historique, Christophe, le producteur de brebis, vient livrer. Il vient livrer ses fromages et il me dit, moi, il est hors de question que je les fasse livrer par quelqu'un d'autre parce que voilà, j'ai envie d'échanger avec vous, j'ai envie de regarder comment les clients se comportent devant le rayon. Il va même en rayon quelquefois pour voir comment le balisage a été mis pour expliquer ses produits, puisque c'est quelqu'un qui aime bien aussi cette relation. Il dit, moi, ça me fait sortir aussi de mon exploitation, j'ai besoin de voir autre chose. Et puis il fait sa tournée aussi des crémiers puisqu'on n'est pas exclusif, donc lui il est exclusif chez nous, mais nous on n'est pas le seul distributeur avec lequel il travaille. Et donc il dit, moi le jeudi j'ai mon camion frigorifique, j'ai investi il y a quelques années dedans, je veux garder la maîtrise de cette logistique. Donc d'autres vont complètement la déléguer. Et puis certains, je pense, seraient très enclins à ce qu'on puisse leur proposer une offre de service. C'est pour ça que moi, je suis très à l'écoute aussi de ce qui peut se passer sur la charrette ou d'autres initiatives, parce que ça peut permettre à certains qui ne savent pas par quel bout prendre le fait de venir livrer au magasin, le fait d'être déchargé effectivement de cet aspect logistique. Nous ne sommes pas des logisticiens, donc on cherche des offres pour les aider à faire. Certains ont déjà l'habitude et d'autres sont à la recherche de solutions. Alors justement, Laura, donc vous commencez à nous expliquer que vous avez développé une nouvelle offre autour de la mise en place de tournées en vous appuyant cette fois sur des transporteurs professionnels. Donc, expliquez-nous comment vous construisez finalement ces offres, ces professionnels des transports, qui sont-ils et qu'est-ce que le fait de les amener sur des circuits courts, enfin sur la logistique de circuits courts, induit de particulier finalement dans le métier qui est le leur, qui est transporteur et logisticien. Alors en fait, quand on a testé ça, on savait pas trop dans quoi on s'embarquait, c'est-à-dire qu'on a juste eu effectivement l'envie de relancer une tournée, et donc effectivement avec un transporteur, parce que pour une tournée, on voyait très bien que les producteurs seraient jamais OK au niveau des contraintes que ça représente d'aller ramasser chez 4 ou 5 producteurs et livrer plusieurs magasins. Et quand on comparait les coûts de ces tournées-là, on s'est dit, mais en fait, ces tournées-là, elles seraient beaucoup plus efficaces si elles étaient réalisées par un professionnel et si le coût était divisé en fait par le nombre de producteurs ou le nombre de clients qui y font appel. Et donc en fait, on a testé ça au tout début avec un petit transporteur qu'on avait trouvé qui faisait pas de l'alimentaire, parce que souvent du coup on trouve des transporteurs indépendants qui ont 1, 2, 3 véhicules. Au début c'était uniquement des véhicules légers. Maintenant il y a certains transporteurs avec lesquels on travaille qui sont sur des poids lourds pour nos tournées. Mais l'objectif c'était justement de faire dans la dentelle entre guillemets, c'est-à-dire reproduire le modèle dont on a besoin sur les circuits courts en le croisant avec de la logistique professionnelle, en prenant un peu le meilleur des deux mondes et les contraintes des deux environnements. Et donc l'idée c'est que là en fait on construit une tournée avec un petit transporteur et on va faire cette tournée là pour un intermédiaire qui génère déjà du flux. Donc nous, notre impératif là, c'est de travailler avec des gens qui sont déjà organisés, c'est-à-dire que ils font appel à des producteurs pour aller livrer des clients ou alors pour livrer une plateforme. Ça peut arriver pour des petits grossistes, par exemple, qui sont en local. Et en fait, on va venir remplacer un système où soit les producteurs, jusqu'à présent, venaient livrer la plateforme et ça devenait plus possible, soit l'intermédiaire lui-même faisait en fait la tournée des popotes pour aller ramasser chez tous les producteurs. Et quand il grossit, tout d'un coup, il vient nous chercher en disant en fait, j'aimerais bien pouvoir externaliser cette fonction de livraison sans avoir à embaucher un salarié et acheter un véhicule pour ma tournée de ramasse qui en fait n'occupe pas un plein temps et n'est pas tous les jours. Et donc nous, ça permet ça, on crée vraiment un réseau de transporteurs et de tournées. Et en fait, on a recréé du coup des modèles logistiques assez simples en fait au départ. Alors on se professionnalise au fur et à mesure, mais au début on est vraiment reparti du départ de la base de la logistique. Donc c'est on recueille l'information de qui il faut aller ramasser et où il faut aller livrer. Évidemment, on a dû monter assez vite en puissance sur ce que représentaient les volumes pour les contenants qui sont pas du tout normalisés dans le circuit court. Ça peut être un sac de noix, ça peut être une palette, ça peut être une cagette, un carton, un seau avec des plantes. Donc voilà.
Et donc ça, on a fait des normes en fait pour pouvoir nous anticiper quel véhicule il faut envoyer. Et en fait, on établit des partenariats avec des transporteurs dans les endroits où on nous demande des tournées. Et ces transporteurs on prévoit des temps de tournée avec eux, donc ils savent qu'ils vont travailler le lundi matin, le mardi matin, le vendredi matin, peut-être tous les jours, peut-être pas, mais en tout cas c'est stabilisé en avance, donc eux, ils réservent ce créneau-là. Ce qui fait que contrairement au monde du transport, on n'a pas du tout besoin en fait de leur donner très en amont le détail de la tournée. Ils savent qu'ils vont faire une tournée pour ce client-là, ils savent pas exactement qui il y aura dessus comme producteur et comme client. Et au dernier moment, selon ce qui s'est passé pour le client, on reçoit les commandes et nous, on transforme ça en feuille de route pour le transporteur. Et le transporteur, il sait qui va aller ramasser et qui va aller livrer. Et une des clés de réussite là-dedans, c'est que c'est toujours le même transporteur. C'est aussi pour ça qu'on fait appel à des petits transporteurs, parce que la dimension relationnelle et humaine là-dedans est en fait capitale. Et c'est ça qu'on a tout de suite compris dès la première tournée qu'on a mise en place comme ça. On était bien tombé, on est tombé sur un transporteur qui était génialissime et qui en fait en amont nous a demandé s'il pouvait appeler tous les producteurs parce qu'il n'avait pas l'habitude de transporter des fruits et légumes. Et on s'est dit bah pourquoi pas, c'est génial. Et en fait ça a super bien marché. Il a fait sa tournée auprès des producteurs qu'il avait appelé la veille. Les producteurs ont appelé leur intermédiaire en disant ce transporteur il est génial, on l'aime trop, etc. Et au fur et à mesure des semaines, le transporteur il arrivait dans la ferme, il avait les clés, il avait le café qui l'attendait, etc. Et on a créé en fait une logistique où le transporteur il est complètement un acteur, on va dire, du système logistique. Il est au courant de toutes les commandes et on fait des modèles logistiques qui ne peuvent pas exister chez les gros, c'est-à-dire que le transporteur fait la préparation dans le camion. Donc en fait, il va aller ramasser plusieurs producteurs et dans son camion, il va croiser les différentes commandes et il peut aller livrer directement des magasins, des épiceries, des restaurants en croisant ce qui a été commandé. Et lui, il est au courant. Et parfois même, on a des transporteurs qui accompagnent les producteurs au moment de la ramasse parce que les producteurs n'ont pas forcément bien compris tout ce qui avait été commandé, ils avaient oublié de regarder leur mail, etc. Et donc, c'est vraiment un modèle qu'on recrée où il y a beaucoup plus, c'est beaucoup plus à géométrie variable, il y a beaucoup plus de transparence. Le client aussi, nous, l'intermédiaire pour lequel on a mis en place la tournée, à tout moment, on peut contacter le transporteur ou le producteur s'il y a un truc à aller récupérer. Et c'est ce modèle-là aujourd'hui qui fonctionne, qu'on met en place un peu partout, et enfin un peu partout, en tout cas dans plusieurs villes et dans plusieurs départements de France. Et on le croise maintenant un peu avec la colivraison pour en faire un réseau. C'est-à-dire qu'en fait, quand il reste de la place sur ces tournées-là, ben, on va aller la proposer à d'autres producteurs qu'on a sur notre réseau qui cherchaient, eux, de la place. Et ça fait comme une grosse bourse de fret, on va dire, stable pour nos tournées. Nos tournées, en fait, ça nous a permis d'apporter de la stabilité au transport et instable pour toute la partie colivraison. Ok, très bien. Donc des tournées effectivement, si que je comprends, à la demande, sur des jeux de fixes, mais à la demande, et finalement c'est le camion qui sert de plateforme logistique en fait. Il n'y a pas de plateforme fixe, tout est adapté au cas par cas et jour par jour. Alors de votre côté, Guillaume, Steph, ça vous inspire quoi cette particularité logistique en amont? Est-ce que pour vous le packaging, les palettes, les cartons, je ne sais pas, les seaux de pots de fleurs, tout ça, ça vous interroge? Alors nous on est centré sur le produit frais, pas sur les fleurs, mais en tout cas les contenants, oui, nous interrogent. En fait, il y a deux aspects dans la logistique des circuits courts qui sont fondamentaux. Pour assurer la qualité, donc la fraîcheur des produits, c'est effectivement la fréquence de livraison et la capacité à être rapidement entre le moment où le produit a été cueilli, si c'est du maraîchage, où il a été transformé, si c'est de la viande, quand il a été conditionné. Et là, il faut aller très vite entre le moment où le produit est prêt à partir de l'exploitation et le moment où il arrive dans le magasin. Donc ça, c'est pour moi une des vraies contraintes pour assurer la qualité. Et puis après, ben on le sait, les clients attendent de la qualité, ils attendent de l'éco-responsabilité. Et là aussi, on a tout un travail à faire en amont sur la chaîne, puisque les producteurs livrent dans des contenants et quelquefois des cartons qui, quand nous on les reçoit, n'ont servi qu'au transport et partent directement à la benne, ce qui est pratiquement une hérésie dans un mode de fonctionnement où on n'est pas sur des produits standards, on n'est pas sur des cartons de chaussures, on n'est pas sur des produits manufacturés. Alors certains nous livrent, nous on a cette chance aussi en travaillant avec à chaque fois des relations très personnelles sur les pommes, ils récoltent dans des palox. Et ben on a intégré dans nos magasins le fait que ce soit le palox qui serve et donc le producteur arrive, il nous donne son palox, on le met en rayon. Il y a beaucoup par contre d'autres
d'autres producteurs qui conditionnent dans des cartons et on essaie de travailler avec eux le comment on livre, parce que pour moi la logistique c'est aussi les contenants qu'on va utiliser qui leur font mettre finalement de l'argent à la fois dans de la main d'œuvre mais aussi des contenants qui ne nous servent pas et qui ne servent absolument pas aux clients. Donc là, il y a des sociétés qui commencent aussi à proposer des tournées de bacs réutilisables pour les livraisons. On a certains producteurs qui ont commencé à passer dessus, mais c'est une vraie démarche où certains sont très motivés pour la faire, d'autres n'ont pas encore approché ça, mais en tout cas, nous, on a dit ça va devenir un vrai critère de sélection pour ce qui nous concerne, puisqu'on ne peut pas travailler juste l'aval, on doit travailler aussi l'emballage des produits, mais on doit travailler en termes de logistique les emballages amont également. Voilà quelques pistes d'innovation, en tout cas, qui pourront interpeller les membres nombreux qu'on a pu voir tout à l'heure de Cap Digital. Peut-être un mot, puisqu'il est moins le quart, pour conclure. Donc, Laurent Després ne nous a pas rejoint, je crois, Nadège, malheureusement. Alors, Laurent nous a suivis via mon téléphone, donc il va pouvoir faire la conclusion. Je vais mettre le haut-parleur, si c'est possible pour vous. Vous allez me dire si il n'y a pas trop d'écho D'accord. pour que Laurent puisse intervenir. Alors, on va tester. Allô? Voilà, donc je mets mon haut-parleur. Alors, juste un instant, ça ne fonctionne pas non plus avec mon téléphone, ne quittez pas. C'est tout bon. Voilà. En tout cas, merci. Désolé pour ce décrochage. J'étais dans la campagne des Hauts-de-France, loin de mes bureaux, mais j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt l'ensemble des débats. C'est vrai qu'au niveau de la logistique, pôle d'excellence en région Hauts-de-France, sur ce thème logistique et supply chain, c'est notre ADN, cette dimension finalement optimisation, calcul, cartographie des flux et puis travailler sur des solutions, c'est notre quotidien. Alors c'est vrai, quand on parle des circuits courts, il y a deux aspects. Il y a aujourd'hui ces fameux circuits courts industriels pour réduire les supply chains, mais c'est pas le sujet. Et il y a aussi les circuits courts dans le monde agricole et de la petite transformation. Alors les publics cibles qu'on voit en général, bien sûr, le grand public, les collectivités aussi, les écoles, les EHPAD, on parlait des circuits courts et de cette démarche locavore. Là aussi, il y a aussi la notion de point de retrait, hein, les lockers, les points relais, la livraison à domicile. En tout cas, voilà, tout se transforme et la logistique, elle a une vocation, c'est de répondre aux besoins et à la demande des consommateurs. Alors, nous, on a eu un certain nombre d'expériences, que ce soit aux mines de l'homme avec les grossistes, avec des startups de alimentaire pour de petites transformations, des relations aussi avec Biocop. On a été sollicité sur des initiatives en région. Et puis, on a aussi beaucoup d'expériences avec un domaine qui ressemble un peu à ce domaine-là, qui est le domaine de la logistique caritative, où là, en fait, on s'est aperçu qu'il faut véritablement la professionnaliser parce que la logistique, ça ne s'improvise pas. Alors, on voit en termes de cap, réduire le nombre d'intermédiaires, c'est essentiel, mais finalement on amène quelqu'un à faire un autre métier que le sien, hein, puisque produire et produire de qualité, c'est pas la même manière, c'est pas la même chose que livrer, et parfois avec finalement une livraison qui n'a pas besoin de cette même exigence en matière de valeur ajoutée. Alors tout est toujours tout beau sur le papier, on l'observe, mais voilà, après derrière, c'est beaucoup plus compliqué. On peut très bien aussi s'user. Alors quand on parle logistique, il y a quand même une chose qui est essentielle, c'est qu'on parle de taux de service. On l'a vu tout à l'heure, il y a des satisfactions diverses et variées, mais le taux de service, c'est le marqueur numéro 1 de la logistique. On n'est pas dans un monde de bisounours, pas du tout. Et puis la rentabilité. La rentabilité du système, c'est le second. Alors c'est souvent des équilibres économiques très complexes, même sur d'immenses entrepôts qu'on considère comme extrêmement bien gérés. Et ben la rentabilité transport, préparation de commandes, mise en stock se fait souvent au centime d'euro. Et malheureusement, c'est un domaine qui s'improvise pas. Alors on a eu nous formés en fait des gens à la logistique caritative, et on pourrait très bien imaginer des parcours comme cela. Ce serait très très intéressant parce que vous m'arrêtez si je dis une bêtise, mais c'est quand même le talon d'Achille des circuits courts. Pourtant, voilà, il y a toute la noblesse des circuits courts, mais toute cette difficulté de travailler, finalement la logistique, ce sont des équations mathématiques, des points livrés, des fenêtres horaires,
du temps passé, des taux de chargement de camion, sans oublier la dimension green, parce qu'il est clair que le camion, si tant est qu'il soit de plus en plus vertueux, il doit aussi, on doit aussi travailler la comodalité. Hein, on le voit notamment autour du fluvial vers la région parisienne. Mais là où ça se complique, c'est qu'en plus, on a de la variabilité de la demande, variabilité des productions, des niveaux de fraîcheur avec la périssabilité du produit. Alors ça complique les choses. La traçabilité qui devient ultra indispensable. Et puis évidemment, la gestion des litiges et des imprévus. Et donc tout ça, c'est juste énorme pour des gens qui font un métier d'exception en termes de bonne production, mais qui doivent embrasser tous ces domaines qui ne sont pas leur cœur de métier. Alors je terminerai par là. En termes d'options, ben voilà, les spécialisations, on l'a vu, on se rabat parfois sur un transporteur qui le fait bien et qui a un bon contact client. La question de l'externalisation, on imagine plein de choses autour de la digitalisation et de la disruption, tout en gardant la noblesse et les valeurs des circuits courts. Les coopérations, alors moi j'y crois beaucoup, l'avenir de la logistique est dans la coopération. Et puis, on n'échappe pas à de vraies études et calculs logistiques. L'algorithmique a sa place tout entière, y compris dans les circuits courts. Et puis, voilà, la dimension aussi motorisation, nouvelles énergies, logistique verte, ça c'est aussi un cap à la fois naturel et aussi à atteindre, parce qu'on peut être vert en production, mais pas du tout vert en matière de livraison. Est-ce que ça vous paraît relativement en adéquation avec les interventions passionnantes de ce matin? Je crois, merci Laurent, effectivement, que ça résume bien les choses. Je rajouterais juste que rajouter de la complexité à la complexité, c'est qu'il y a aussi cette relation de proximité, cette relation humaine qui est vraiment caractéristique de cette logistique des circuits courts. Le temps passe, on a peut-être un petit peu débordé Nadège, j'en suis désolé. Mais il y a peut-être des questions à partager avec nos experts. Oui, beaucoup de questions, effectivement. Mais on va tenter d'y répondre. On va tenter de répondre à chacun. Donc Sophie qui nous demandait combien de participants, parce que Ludovic, vous avez dit qu'il y a eu un engouement assez particulier pour cette thématique. Donc nous avions présent ce matin plus de 200 personnes. Voilà. Pour la petite question, Céline, existe-t-il une cartographie des circuits courts en France pour avoir une idée de la couverture géographique et ou du type de produit concerné, par exemple? Alors ça, c'est une question pour peut-être Gwenaëlle. On en rêve, Gwenaëlle, de cette cartographie, de où sont ces producteurs et où ils vont livrer. Exactement, on en rêve. Alors, peut-être d'abord pour commencer, il y a un gros manque de données sur les circuits courts. La source numéro 1, c'est le recensement agricole. Le dernier date de 2010. Il y en a un en cours. Donc, on rajoute progressivement quelques questions, mais on est vraiment dans une difficulté à avoir des données. Ensuite, effectivement, il y a un gros enjeu sur la connaissance des flux. Et ça, en fait, aujourd'hui, on a plein de plateformes qui gèrent des flux logistiques, mais qui considèrent gérer surtout des flux en tout cas gérer la dimension commerciale, donc qui négligent ces aspects-là et puis du coup qui ne donnent pas à voir ces flux et donc on n'a pas forcément accès à ces données dispersées, disons. Donc effectivement, vous parliez tout à l'heure de coopération. Il y a un enjeu aussi sur la mise en commun, de coopérer sur la mise en commun de ces informations. L'idée de la bourse de fret évoquée par Laura, c'est aussi rendre lisibles ces flux et il y a un vrai enjeu autour de ça. Alors après, ça dépend de ce qu'on entend par cartographie des circuits courts. Il y a un observatoire dans le cadre du RMT Alimentation Locale qui se monte pour justement avoir une cartographie des lieux de distribution, donc le tissu commercial de produits locaux, mais aussi une idée des plateformes. On sait que c'est un gros foisonnement, il y en a qui périclitent très vite, il y en a beaucoup qui sont créés pendant le premier confinement mais qui n'existent déjà plus. Donc c'est très très difficile à suivre, donc il y a un gros enjeu sur la production de connaissances. Voilà. Merci beaucoup, Gwenaëlle. Une autre question alors je remonte au fur et à mesure parce que je vois qu'en tant qu'intervenant, vous avez répondu quand même au fur et à mesure pour m'aider et je vous en remercie. Donc, une question de Sophie. Pénurie d'offres ou pénurie de lieux ou vendre dans les conditions convenables, y compris le prix?
Quelle est la question? Pénurie d'offres ou pénurie de lieux, où vendre dans des conditions convenables, y compris de prix? Je peux apporter une partie de la réponse puisque nous, on est très sollicité sur le prix. Il est évident que, vu d'un client, le prix n'est pas, en tout cas dans nos magasins, la première raison de venue. Parce que le prix à tout prix, il y a d'autres canaux qui vont le proposer. Et on le sait aussi, des queues de stock, des surproductions achetées n'importe où en Europe qu'on approvisionne très rapidement avec des circuits qui permettent en moins de 2 jours de faire venir des semis d'un pays ou d'un autre. C'est là où on va avoir des prix écrasés. C'est pas les prix qui permettent à nos producteurs de faire de la qualité durablement. Pour autant, les clients qui cherchent du circuit court et de la qualité ne sont pas prêts à mettre n'importe quel prix. Et donc là, on doit trouver le bon positionnement entre la juste rémunération du travail de qualité du producteur et le prix qu'est prêt à mettre le client. Et c'est là où toute la comparaison est difficile parce que très peu d'entre nous, en tant que clients, ont des référentiels de prix. D'autant que même si on a des référentiels, la fraise là qui est en train d'arriver, la fraise française qui commence à se produire, son prix va être bien plus élevé en début de saison qu'elle ne le sera dans 1 mois ou 2 quand on sera au cœur de la saison. Donc il y a des fluctuations. Et les comparaisons parfois sont un peu rapides entre un produit que j'ai pu voir 15 jours avant qui était en début de saison et 15 jours après en milieu de saison, mais aussi sur les différentiels de qualité. Un poulet fermier élevé en 90 jours, sans nourriture OGM, sans antibiotiques, il n'a pas le même prix qu'un poulet élevé en batterie qui n'a jamais vu la lumière du jour et qui est élevé en 45 jours. Donc là aussi, on arrive, nous, en tous les cas, on fait des relevés de prix très réguliers, à assurer sur le même niveau de qualité des prix très bien positionnés, même par rapport à toutes les grandes enseignes de distribution. On est moins cher sur du poulet fermier, on est moins cher sur du steak haché 5% de matière grasse, tout en rémunérant correctement le producteur. Le tout, c'est que le client arrive dans ce foisonnement de produits qui sont tous très, très différents, à faire la bonne comparaison. Merci Guillaume pour cette réponse. Nadège, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de questions. Oui, il y a beaucoup de questions. mais c'est parfait. Alors, on va y répondre. On va y répondre quand même là maintenant, si possible, pour chacun. Sachez que de toute façon, le replay vous sera envoyé par la suite. Donc, même si vous devez nous quitter, malheureusement, vous allez quand même avoir accès au replay vous permettant d'avoir réponse à vos questions. Donc, pour continuer le déroulé, donc une question de Marie. Bonjour, l'organisation collective des producteurs est-elle une solution efficace pour optimiser la logistique? Exemple, plateforme logistique physique de producteurs. Oui, Gwenaël, je pense que vous avez travaillé, Gwenaël, sur quelques sujets de ce type-là, de collectif de producteurs. Oui, si on doit qualifier aujourd'hui l'offre de transport en circuit court, on pourrait dire qu'elle a 2 axes. D'abord, c'est tout ce qui est l'ordre de la mutualisation des livraisons, donc co-livraison dont parlait Laura tout à l'heure. Ça veut dire que concrètement, on a déjà des exploitations qui ont des véhicules et que ces véhicules sont utilisés pour mettre en commun sur des trajets déjà existants avec des points de vente communs entre certains agriculteurs. Donc là, on valorise l'existant et on a de la coopération entre agriculteurs. Ce qui est intéressant, c'est que on a là aussi une dimension proximité relationnelle parce que du coup, ça crée du dialogue entre pairs sur ces lieux, sur ces nœuds logistiques de la chaîne. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Après, dans l'offre de transport, on a également l'offre de transport professionnel. Et là, la dimension collective, elle est moindre. Ce qu'on peut dire, si on fait un petit panorama, c'est que on peut s'interroger sur le fait que les transporteurs professionnels ont identifié ce marché du transport en circuit court. Alors, il y en a, il y a des transporteurs qui sont déjà, notamment tous les transporteurs qualifiés de proximité ou les transporteurs régionaux, on peut s'interroger, est-ce que c'est une marge de manœuvre pour augmenter, pour remplir les véhicules, ou est-ce que c'est un vrai marché? Donc ça, c'est une vraie question, à mon sens. Et puis, on a, par contre, plein de nouvelles
de nouvelles initiatives en transport et où là, on voit des innovations. Ils renouvellent finalement un peu le secteur du transport via cette identification, cette adaptation au marché des circuits courts. C'est par exemple ces initiatives des entreprises d'insertion qui créent un service de livraison pour appuyer les acteurs économiques en circuit court d'un territoire. C'est ces transporteurs professionnels qui créent leur entreprise pour le marché des circuits courts. Et là, du coup, on a aussi une dimension coopération. Je pense notamment au GRAP, par exemple, ce réseau d'épiceries qui, pour pouvoir avoir accès à des produits de producteurs, s'est rassemblé, donc un ensemble d'épiceries, mais ils ont aussi créé un service de livraison pour faciliter les acheminements et notamment en milieu urbain, mais aussi, donc il y a deux volets, il y a la ramasse en milieu rural et puis les livraisons urbaines. Donc deux enjeux en fait en termes de transport pour les circuits courts, c'est le premier et le dernier kilomètre. Donc cette dimension collective, on voit, nos études ont montré que quand il y a la coopération, il y a une diminution des coûts économiques, mais aussi des coûts environnementaux. À certaines conditions, sans doute, hein, c'est que le collectif fonctionne, c'est-à-dire que il y a une forme de confiance et puis sans doute de règles du jeu, comme dans tous les collectifs, que ce soit une culture d'équité en fait entre les partenaires de ce collectif pour que chacun y retrouve son compte et que finalement le gain généré par la mutualisation puisse être partagé équitablement entre les parties. La grande question, oui, c'est la gouvernance. Alors, on a beaucoup de cas de petite mutualisation, entre soit 3 à 5 producteurs qui se retrouvent régulièrement sur des points de vente et qui vont s'organiser. Et donc là, souvent, c'est lié à la confiance, à la connaissance des produits, des façons de transporter les produits de l'autre, à la proximité géographique aussi. Et puis, on a aussi de plus en plus des gros collectifs de producteurs qui mutualisent, notamment le transport, mais pas que. Ça peut atteindre jusqu'à 200 producteurs. Et alors là, ça demande une organisation beaucoup plus importante. C'est des producteurs qui parfois au début du collectif ne se connaissent pas. Donc c'est plus basé sur la confiance. Et là, on voit un rôle important des collectivités qui sont souvent à l'origine de ces collectifs pour notamment approvisionner la restauration collective, mais pas que. Et là, on voit leur rôle important dans l'accompagnement, dans la fourniture d'appui administratif pour monter des associations, dans l'accompagnement sur cette question logistique aussi, sur lequel ils ont eux aussi besoin de monter en compétences. Nadège, peut-être une autre question? Oui, donc une question de Flora à l'attention de Laura. Laura, pourriez-vous préciser avec quel transporteur avez-vous établi des partenariats, s'il vous plaît? En fait, il y en a 600, donc c'est des tout petits répartis un peu partout. Non, je pense que c'est pas pertinent. Après, on peut en citer. Il y en a très peu qui étaient spécialisés dans l'alimentaire au départ, mais il y en a un avec qui on travaille souvent qui s'appelle Valois en Bretagne, qui est un bon exemple de petit transporteur qui était spécialisé sur l'alimentation de proximité avec qui on travaille. Mais les autres, il y en a entre 500 et 600 un peu dans toutes les régions, et en gros, on échange avec eux, on les repère, on voit comment ils travaillent, s'ils ont envie de travailler avec nous, et on sécurise le jour de tourner avec eux, mais c'est vraiment, on n'est pas sur un réseau en fait, et c'est à la fois la force et la faiblesse du modèle, c'est que du coup on doit vraiment chercher des gens partout, mais ça nous permet vraiment de faire du détail à chaque fois et d'adapter les solutions aux endroits où les gros transporteurs auraient pas pu répondre à cette demande-là. Donc on n'a pas de gros réseaux avec lesquels on travaille. Merci Laura. Une autre question pour vous de Gwenaëlle. Comment prenez-vous en compte les contraintes sanitaires de la colivraison, la chaîne du froid, la cohabitation, bioconventionnelle, fruits et légumes, produits carnés, pardon. Alors ça, c'est une grosse question sur laquelle on a travaillé au démarrage pour la colivraison. Nous, du coup, vu qu'on fait la mise en relation, on vient pas vérifier dans le camion, on n'est pas responsable en fait de comment ça se passe. Donc on fait pas mal d'informations, mais au final, les producteurs sont les plus à même de savoir dans quelles conditions leurs produits doivent être transportés. C'est eux qui en sont garants, donc ils en restent responsables. Après, nous, évidemment, l'algorithme et le matching qui se fait sur le site va mettre en relation des producteurs qui ont des contraintes identiques sur le transport. Si c'est de la viande, si c'est du bio, si c'est du frais, on va aller vous chercher des producteurs qui peuvent répondre à cette demande-là avec un véhicule qui est adapté. Donc, en fait, on peut se rencontrer des producteurs qui peuvent
transporter ensemble parce ils partagent les mêmes contraintes et on croise rarement les contraintes. Et on a même après des nouvelles contraintes qui ont émergé que les producteurs connaissaient pas. Par exemple, on peut pas transporter des pommes et des fleurs parce qu'en fait, les pommes abîment les fleurs. Et en fait, ça c'est des contraintes que nous on a intégrées sur comment on croise même les variétés entre elles. Mais sur tout ce qui est réglementaire en termes de bio, de viande, de frais, simplement on a un type de véhicule qui est censé transporter un type de denrée et on les alerte sur le fait que du coup on va les mettre en relation avec un producteur qui peut transporter ça. Et après, si jamais il y a c'est jamais arrivé pour l'instant, je croise les doigts, mais quand il y a des questions, on a une assurance avec Groupama sur le transport, mais le producteur reste responsable. C'est un peu le flou sur la co-livraison. C'est évidemment jamais arrivé, mais quelle est la responsabilité vraiment sur les produits en soi. En fait. Nous, on a une assurance sur la perte, le vol, la casse, etc., la dégradation des produits pendant le transport. Mais on n'a jamais eu ce problème-là, qui est un problème qui aujourd'hui est un peu flou, parce qu'en fait, c'est du collaboratif et de l'entente, mais c'est un peu flou. Quid de, effectivement, si des produits bio ne sont plus bio parce qu'ils ont été transportés. Donc voilà. Mais ça, normalement, notre assurance doit pouvoir couvrir, mais on n'a jamais eu ce problème-là. L'important, c'est que nous, on fait correspondre les demandes en fonction de ce qui est possible chez les autres producteurs. Ça, c'est facile de le faire. Merci beaucoup, Laura. Une question d'Aurélie. Réglementairement, comment est encadrée la co-livraison de produits? Ça, c'est une grosse question. Je ne sais pas si Gwenaëlle souhaite répondre, mais il y a eu pas mal d'avancées là-dessus. Je laisse Gwenaëlle prendre la parole. Oui, il y a un décret qui est sorti cet été, donc mois d'août dernier, qui du coup fait avancer un peu le sujet, là où il y avait un gros flou réglementaire, pour faire très rapide, parce que si on rentre dans le détail, on peut y passer la journée. En gros, donc, là où le Code des transports prévoyait que ce soit occasionnel et gratuit, là, ça peut être beaucoup plus régulier. Et donc, du coup, on en déduit que ce décret est fait d'abord pour les circuits courts et pour encourager la co-livraison. Donc, ça, c'est tout à fait intéressant. C'est un bon témoin de ce qui se passe réglementairement parlant aussi. Donc, mais il y a encore des freins. Des gros freins. Pour moi, le principal aujourd'hui, c'est que beaucoup des plateformes qui vendent des produits locaux se basent sur des produits d'agriculteurs, mais aussi d'artisans. Et cette dérogation, elle est faite pour les agriculteurs. Autrement dit, un agriculteur et un artisan ne peuvent pas faire de la co-livraison aujourd'hui. En tout cas, la réglementation ne dit pas que c'est autorisé. C'est un peu flou. Il faut retenir que, en fait, le Code du transport régit le transport pour compte d'autrui, donc ça c'est le métier du transporteur, et qu'effectivement il y a tout un tas de dérogations, mais notamment pour le milieu agricole, qui permettent de le faire lorsque ce n'est pas l'activité principale. Donc on a des freins et c'est encore un point sur lequel il faut travailler. Et peut-être j'en profite pour une remarque très rapide. Je trouve très intéressant cette question de taille des transporteurs. C'est qu'à mon sens, le gros enjeu aujourd'hui sur les circuits courts, c'est sa capacité à renouveler le secteur du transport. C'est-à-dire qu'on sait que l'image des transporteurs, comme l'image des agriculteurs, est souvent pas mal impactée. C'est des métiers qui ne sont pas assez valorisés. On a vu que la crise Covid, c'est aussi montrer que ces métiers ne sont pas assez pris en compte comme essentiels, etc. Et là, quand on voit des plateformes de circuits courts qui se mettent à travailler avec un transporteur et qui finalement disent c'était un petit transporteur, ce transporteur grossit avec nous. Je trouve que c'est super intéressant parce que dans le monde des transports, il y a un vrai rapport de force avec les sous-traitants. Les petits transporteurs sont des entreprises qui sont très précarisées, qui ont 2-3 ans de vie. Et donc, du coup, là, on a une possibilité aussi de valoriser le travail des transporteurs et aussi de renouveler peut-être le modèle économique, l'image de ces petits transporteurs et de valoriser tout le lien aussi qu'ils sont capables de créer et le service à apporter. Donc ça, je trouve que c'est vraiment intéressant. Merci beaucoup.
Juste pour votre information, je vais voir un petit message dans le chat qui dit j'ai envie de rester toute la journée pour vous dire à quel point vous emportez nos différents participants. Alors, une autre question. Sincèrement, merci à vous en tant qu'intervenant de répondre aussi par l'écrit parce que sinon, effectivement, on pourrait y passer la journée. Une question de Cédric. Donc, dans les exemples présentés au suivi, y a-t-il beaucoup de SCIC? Ah, on pose une colle. Ludovic, votre micro est fermé, Ludovic. SCIC en tant que organisme de groupement de producteurs, c'est ça, ou de consommateurs? C'est la question. Oui, Cédric, vous pouvez peut-être dans le chat repréciser votre question, s'il vous plaît. Merci beaucoup. D'ailleurs, c'était Cédric qui disait la journée. Je pense qu'on compare les sociétés coopératives d'intérêt collectif. Alors, je connais mal, mais on pourrait qualifier que ce sont ces nouveaux formats d'économie sociale et solidaire. Je sais qu'il y en a pas mal, de groupements de producteurs qui se forment en CIC, mais même des acteurs de la mise en lien entre offre et demande. Mais le nombre, pas de connaissance à ce sujet. Merci beaucoup. Une question de Cassandre. Existe-t-il des camions compartimentés qui pourraient transporter de la viande, du fromage, des plantes, des colis et autres pour valoriser les petits flux qui ne seraient pas purement agricoles? Alors, à ma connaissance, des camions compartimentés, ça existe. Est-ce qu'on les utilise? Est-ce qu'ils sont adaptés au circuit court? J'avoue que je n'ai pas la réponse. Peut-être Laura, vous avez des transporteurs qui utilisent des camions compartimentés? Ouais, en fait, c'est que je ne suis pas sûre de ce qu'on veut dire par compartimenté. Nous, on a des transporteurs qui utilisent par exemple des frigos qui mettent dans le camion pour pouvoir transporter du frais et du non frais en même temps. Et après, on a des compartiments parfois pour transporter des choses différentes. Par exemple, on va avoir des rôles pour mettre des fleurs et que sur une partie du camion et pour pouvoir les mélanger avec d'autres types de production dans une autre partie du camion. Mais je ne sais pas si c'est à ce type de compartiment que les fait référence là. Mais nous, le plus utilisé, ce qui peut exister, comme sur la question des contenants, quoi. Après, la difficulté, c'est que vu qu'on travaille avec des petits transporteurs, mais qu'on n'occupe pas évidemment 100% de leur temps, c'est la question de qui paye pour les aménagements qu'il y a éventuellement à réaliser auprès de ces petits transporteurs-là. Et aujourd'hui, nous, on ne peut pas mettre le transporteur en difficulté en lui disant d'investir dans du matériel pour adapter son véhicule. Et parfois, on fait encore un peu trop, je pense, du bricolage pour justement créer des compartiments un petit peu dans les véhicules. Ça marche aujourd'hui, mais c'est une question sur laquelle nous, on est en train de travailler. On espère devenir assez gros, assez développé pour pouvoir peut-être financer ça chez les transporteurs. Il y a peut-être aussi plus globalement le projet d'innovation, de compartimentage à géométrie variable. Ouais. C'est un sujet pour l'ONU, le laboratoire. Alors, Laurent a dû nous quitter, comme il avait précisé, il avait une heure. Voilà, c'est ça. Comme on a débordé un petit peu, j'en suis désolée. J'aurai l'occasion de recroiser Laurent, je pense. Oui, alors justement, je profite de l'occasion. On est encore quand même 129 sur la plateforme, ce qui n'est pas rien. N'hésitez pas à me faire parvenir un mail directement pour me faire part des différentes thématiques que vous souhaitez éventuellement que l'on traite lors de prochains webinaires. On est preneur de toute façon, hein, et puis il faut bien savoir qu'on est là aussi pour répondre à l'ensemble de vos questions. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un mail directement. Je vais vous envoyer mon adresse mail dans le chat. Thomas qui demande chaque intervenant de quelle société vous faites partie. Donc, je viens de remettre le listing. Donc, Ludovic fait partie du CEREMA, les chefs de groupe de recherche Esprime. Laurent, que nous avons eu au téléphone, qui est le directeur de pôle Eura Logistique. Laura, la cofondatrice de la Charrette.
et Gwenaël, chargée de recherche laboratoire SPLOT, approvisionnement alimentaire des villes, si je ne dis pas de bêtises. Et Guillaume, je vous ai oublié, le directeur général d'Otera. Voilà. Je vois qu'une autre question vient d'arriver. Alors, oui. Quelles sont les startups dont vous avez parlé qui se positionnent sur les flux de commandes en circuit court? Alors, les micros sont coupés. Les flux de commandes. En fait, les startups que j'évoquais, peut-être, en fait, ça renvoie à ces plateformes de mise en relation, enfin, dans mon esprit, mais c'est doute qu'il y en a d'autres, des plateformes de mise en relation entre producteurs et consommateurs. Hein. J'ai cité en introduction la ruche qui dit oui, mais il y en a plein d'autres, le court-circuit à Lille. Et je pense que dans vos régions, il y a certainement des plateformes qui se mettent en place de ce type-là. Les expériences sont nombreuses. On les a vues se multiplier aussi en Île-de-France ces dernières années. Plein de noms sont apparus. Je ne sais pas si ça fait partie, Gwenaël, des recensements du paysage des circuits courts que vous envisagez de faire avec le RMT Alimentation Locale. Alors, ça fait partie des choses dont je parlais tout à l'heure, ce foisonnement de plateformes numériques qui est très difficile à suivre. Alors, du coup, oui, il y a des tentatives. Elles sont assez difficiles, notamment du côté du consommateur, parce que en fait, le challenge, c'est maintenant pour un consommateur, comment je choisis la bonne plateforme qui correspond à mes besoins. Ça, pour l'instant, c'est encore une question qui n'est pas traitée. Par contre, le RMT est en train de mettre en place un outil qui permettra, et là, il y a gros enjeu aussi, aux producteurs de choisir justement la plateforme qui correspond à leurs besoins. Sachant que l'enjeu pour les plateformes, c'est elles gèrent l'aspect commercial, par contre, elles s'investissent souvent assez peu dans la gestion des flux logistiques. Et or, il y a besoin d'un soutien sur la dimension logistique. Et pour moi, celles qui feront la différence, c'est celles qui proposent aussi un service logistique. Et donc, du coup, cet outil du RMT qui va bientôt sortir et qui cherche des financements pour faire pérenniser aussi, parce que c'est tout un travail de mise à jour qui est assez lourd, du coup, va sortir bientôt et donc il permet aux producteurs de choisir la plateforme qui est déjà sur son territoire, mais aussi qui correspond à ses besoins en termes de gouvernance, de gestion de ses données. Là, il y a des gros enjeux aussi. De régularité, enfin beaucoup de critères qui permettent aux producteurs de le faire. Merci beaucoup à tous de votre participation, de votre expertise. Je vais me permettre de reprendre la main et de clore la session. On a déjà dépassé d'un petit 20 minutes et puis j'en ai pas fini parce que je vais vous annoncer aussi nos prochains événements. Dans un premier temps, je vous joins mon adresse mail dans le chat. Alors, nadège.legrand@capdigital.com pour me faire parvenir vos différentes sollicitations de thématiques pour qu'on puisse les traiter. Dans le chat également, je vous joins le lien vous permettant d'avoir accès à l'ensemble de notre programmation. Donc, n'hésitez pas à aller consulter et à vous y inscrire. Je vais d'ailleurs partager avec vous les prochains événements. Donc, je repartage mon fichier. Voilà, juste ici. Donc, notre prochain événement, le mardi 13 avril 2021. Normal, à 10h, traitant de la stratégie gagnant-gagnant pour les nouveaux modèles économiques durables de l'économie circulaire. Le jeudi 15 avril, panorama des appels à projets nationaux et aides à l'innovation Hauts-de-France. Donc, il y a beaucoup d'acteurs, notamment BPI France, Euratechnologie, la région Hauts-de-France, HDFID. Donc, je vous invite sincèrement à venir vous inscrire et à participer à cette session. Le 11 mai, la Move Factory, nouvel écosystème digital dédié aux acteurs des nouvelles mobilités, donc en partenariat avec Noroto, qui va nous présenter ce nouvel écosystème digital dédié aux acteurs des nouvelles mobilités.
Le mardi 18, dans la continuité des appels à projets et des offres de services, on va vous présenter les offres de services de Cap Digital et de Business France. Donc, pour l'internationalisation, principalement, donc l'innovation, financement, accélération, donc focus sur les services de Cap Digital et de Business France. Voilà. J'en ai terminé. Juste un petit point, notre équipe en cette période toujours compliquée est à vos côtés. Donc, vous avez la possibilité de nous joindre via le Jotform qui vous sera envoyé également à la fin de cette présentation ou via l'adresse mail pour nous faire part de vos questionnements ou de vos différentes difficultés. J'en ai terminé. C'est terminé. Je vous laisse enfin tranquille, même si beaucoup d'entre vous auraient aimé que la session dure plus longtemps. Je vous remercie énormément, Ludovic, pour cette préparation conjointe de ce webinaire. Un grand merci vraiment de votre temps. Un grand merci, Gwenaëlle, Laura, Guillaume et également Laurent Després de Ratec Logistique qui a participé à la session par téléphone. Merci à tous pour votre expertise. Merci à tous pour votre temps. N'hésitez pas, une fois encore, merci à vous les participants d'ailleurs aussi. N'hésitez pas à me contacter par mail pour me faire part de vos thématiques, je me répète, mais c'est toujours la même chose. Si vous voulez qu'on puisse entrer en détail sur une thématique ou alors traiter une autre thématique, pas forcément sur la logistique des circuits courts, hein, n'hésitez pas à revenir vers moi. Voilà, j'en ai terminé. Merci encore à nos experts. Merci à tous pour votre temps et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir. Merci. Bonne journée. Merci et bonne journée à tous.